Le vent salé balayait les rues tranquilles de Port-la-Roche, une petite ville côtière oubliée des grandes cartes touristiques mais chérie par ses habitants. L'odeur de l'iode, du bois mouillé et des goémons séchés collait à la peau des vieux chalutiers comme à celle des hommes qui en vivaient. Thomas Lemoine, 37 ans, père célibataire, refermait la porte de son garage mécanique. Il avait les mains noircies par l'huile moteur et le dos courbé par une longue journée à réparer le bateau du vieux Marcel. Mais malgré la fatigue, ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit courir vers lui un petit garçon de 8 ans, les cheveux en bataille et le cartable de travers. « Papa, regarde ce que j'ai fait à l'école !» cria Léo, brandissant un dessin. Thomas s'accroupit, étreignit son fils d'un bras musclé et sali de cambouis, et observa l'œuvre, un soleil jaune, une mer bleue et 2 bonshommes sur un bateau, l'un tenant un cœur rouge. « C'est toi et moi ?» demanda Thomas. Léo hocha la tête, fier. « Et le cœur ? C'est toi qui me le donnes tout le temps, même quand t'es fatigué. » Thomas le serra fort. Depuis la mort de Camille, la mère de Léo, 3 ans plus tôt dans un accident de voiture, il avait tout fait pour ne pas sombrer. Le petit était devenu sa lumière, son port d'attache. Ils rentrèrent chez eux, un petit pavillon modeste au bord des dunes, où la mer grondait comme une veilleuse sonore. Thomas servit des œufs brouillés, pendant que Léo racontait sa journée, puis l'embrassa sur le front en l'envoyant se brosser les dents. Le lendemain matin, une alarme hurlait au loin. Thomas, déjà debout, un café dans la main, s'approcha de la baie vitrée. Au loin, près des rochers, quelque chose bougeait dans l'eau. Il fronça les sourcils. Il attrapa ses jumelles, gardées dans une boîte en bois posée sur l'étagère, et scruta l'horizon. Quelqu'un gesticulait, en train de couler. C'était une femme. Il jura, enfila un vieux pull et des bottes, courut dehors, dévala la plage et plongea dans la mer glacée sans réfléchir. La houle était forte ce matin-là. Les vagues s'écrasaient comme des murs de sel, mais Thomas nageait avec l'énergie du désespoir. Il atteignit la silhouette, la saisit par les épaules et vit son visage, livide, ses yeux à moitié ouverts. Il la hissa tant bien que mal jusqu'au rivage, toussant, grelottant. Une fois à terre, il la mit en position latérale de sécurité, lui donna quelques tapes dans le dos, et elle recracha de l'eau de mer, haletante. Ses paupières battirent. Elle murmura un « merci » avant de sombrer dans l'inconscience. L'hôpital de Port-la-Roche. Non ? Demanda l'infirmière à l'accueil. Aucune idée. Elle n'avait rien sur elle. Pas de sac, pas de papier. Juste une robe trempée et des chaussures à talons. Thomas était resté, assis pendant des heures sur un banc en plastique, observant le va-et-vient des médecins. Léo était resté chez la voisine, et il lui avait expliqué vaguement qu'il aidait quelqu'un. Finalement, vers 15 heures, le médecin vint à lui. « Elle va bien ? Léger choc hypothermique, mais elle est forte. Elle se repose. Elle vous réclame. » Thomas entra dans la chambre. La femme, les cheveux encore humides, portait une blouse d'hôpital. Son visage, marqué par la fatigue, avait gardé quelque chose de noble, d'élégant. Elle avait les traits d'une femme habituée au salon feutré, pas aux plages désertes. « Vous m'avez sauvé, n'est-ce pas ? J'ai juste vu quelqu'un se noyer. Je pouvais pas rester là. » Elle tendit la main. Clara Dumas. Thomas Lemoine. Elle le regarda quelques secondes, comme pour deviner qui il était, puis se mit à sourire doucement. « Vous vivez ici ? » ?»« Oui. J'ai un garage. Je suis papa solo aussi. Mon fils s'appelle Léo. Et vous ? Vous étiez venu vous baigner en robe de soirée ? » Elle eut un rire un peu cassé, un peu gêné. « Non, j'étais venu fuir. Juste fuir. J'ai quitté Paris hier soir. Trop de pression, trop de gens, trop de responsabilités. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé sans m'arrêter. J'ai vu cette plage. J'ai voulu marcher dans l'eau, puis, j'ai avancé trop loin. Je ne voulais pas mourir. Mais je ne voulais plus penser non plus. » Un silence s'installa, puis elle reprit. « Merci, Thomas. Vous m'avez rattrapé à temps. » Il haussa les épaules, maladroit. « Vous aviez pas l'air d'une femme qui se laisse couler. Je crois que j'avais juste besoin que quelqu'un me rattrape. Une seule fois. » Le lendemain, Clara fut autorisée à quitter l'hôpital. Mais elle n'avait nulle part où aller. Sa voiture était restée garée à quelques kilomètres de la plage, trempée de l'intérieur, tout comme ses vêtements. Elle n'avait pris qu'un petit sac à main avec elle, maintenant perdu dans l'océan. Thomas, gêné mais sincère, lui proposa. « Vous pouvez passer chez moi pour vous reposer un peu ? Enfin, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais y a du thé chaud, un canapé et un gosse qui fait des gâteaux trop sucrés. » Clara, hésitante, accepta. Dans la maison de Thomas. Léo, curieux, ouvrit de grands yeux en découvrant la femme que son père avait sauvée. « T'es la dame de la mer ? » Clara s'agenouilla doucement devant lui. « Je crois que oui. Ton papa a nagé comme un héros. Il est fort, hein ? » dit Léo, fier. « Il m'apprend à faire du vélo sans les mains. » Thomas leva les yeux au ciel, mais un sourire se dessina sur son visage.
Clara s'installa dans le canapé pendant que Thomas lui apportait une serviette sèche, un pull trop grand et une tasse de tisane. Il y avait quelque chose d'étrangement paisible dans cette maison, un petit désordre joyeux, une odeur de bois et de citron, un calme réparateur. Elle regarda autour d'elle. On dirait un endroit où l'on peut respirer. C'est l'air marin, répondit Thomas. Et Léo qui oublie tout le temps de fermer le frigo. Elle rit doucement, puis se redressa, sérieuse. Est-ce que je peux rester 1 ou 2 jours? Juste pour me poser. Je vous paierai. Pas besoin. Restez le temps qu'il faut. Tant que vous n'avez pas l'intention de marcher encore dans la mer? Clara détourna les yeux, touchée. Non. Je crois que j'ai eu ce que je cherchais. Quelques jours passèrent. Clara fit profil bas. Elle resta dans la maison, se baladant parfois dans les dunes, observant les pêcheurs qui rentraient au port. Elle raconta peu de choses sur sa vie à Paris, mais assez pour que Thomas comprenne. Elle dirigeait une grande entreprise, un empire du luxe hérité de son père, avec des centaines d'employés, des réunions à n'en plus finir, des décisions à prendre toutes les minutes. Elle portait le poids de son monde sur les épaules, et cette pression l'avait brisée lentement. On me regardait comme une statue en verre, dit-elle un soir. Belle, forte, fière, mais creuse à l'intérieur. Thomas ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de lui servir une bière, et ils trinquèrent sans un mot. Le lia. Il y eut un moment où les choses changèrent. Pas brusquement, mais subtilement. Une main qui frôle l'autre. Un silence plus long entre 2 regards. Une complicité qui s'installe au-delà des mots. Un soir, Thomas réparait le robinet de la salle de bain. Clara le regardait faire, assis sur le seuil. T'as les mains d'un homme qui fait. Pas d'un homme qui ordonne. T'as le regard d'une femme qui pense trop. Elle sourit. Peut-être qu'on se complète, alors. Thomas baissa les yeux. Il sentit ses joues chauffer. La visite inattendue. Un matin, un SUV noir aux vitres teintées se gara devant la maison. 2 hommes en costume en sortirent, un téléphone à la main, et frappèrent à la porte. « Madame Dumas ?» s'exclama l'un d'eux en la voyant. « On vous cherche depuis 5 jours. Le conseil d'administration s'inquiète. Votre secrétaire a lancé une alerte. Paris est en panique. » Clara les regarda, impassible. « Je suis vivante. Pas disparue. Dites-leur que je prends une pause. On ne peut pas prendre de pause quand on dirige un empire. On peut quand on manque de se noyer. » Elle leur ferma la porte au nez. Thomas l'observait, bras croisés. « Tu vas retourner à Paris ?» Clara regarda par la fenêtre, vers l'océan. « Je ne sais pas. Là-bas, j'ai des responsabilités. Ici, j'ai du silence. De l'air. Et toi ?» Elle s'approcha lentement de lui. « Et toi, Thomas? Tu penses que je suis faite pour ce genre de vie? La mer, les crêpes au sucre, les petits dessins sur le frigo ?» Il la fixa, hésitant. « Je pense que t'es capable de tout. Même d'être heureuse. » Elle prit sa main. « Et si je restais un peu plus longtemps? Et si je te disais que t'es toujours la bienvenue ?» Ils se sourirent. Le vent souffla fort ce jour-là, comme pour emporter le passé. Les jours devinrent des semaines. Clara s'était installée dans la petite chambre d'amis, celle que Thomas n'avait jamais vraiment aménagée, sauf pour y ranger des cartons. Elle la transforma. Elle ouvrit les rideaux, accrocha un tableau trouvé chez l'antiquaire du port, plaça une vieille radio près de la fenêtre, et tous les matins, elle diffusait du jazz en cuisinant. Thomas, d'abord désorienté par cette présence féminine dans son univers d'hommes et de mécanique, apprit à aimer cette routine. Le silence n'était plus une solitude, mais une présence partagée. Léo, lui, était conquis. Il appelait Clara la dame des croissants parce qu'elle en achetait tous les samedis pour le petit déjeuner en bord de mer. Elle l'aidait à faire ses devoirs, lui apprenait des mots compliqués et lui racontait parfois des histoires de sa vie à Paris, avec juste assez de magie pour en faire un conte. Un soir, alors qu'ils revenaient tous les 3 d'une promenade sur la plage, Clara se tourna vers Thomas. « Tu sais que je n'avais jamais connu ça? Cette simplicité. Cette chaleur. C'est vrai. » Il ne répondit pas. Il la regarda marcher, pieds nus dans le sable froid, les cheveux battus par le vent. « Tu veux rester ici, Clara ?» Elle s'arrêta. « Je veux essayer. Mais pas en fuyant. Pas comme une échappée. Je veux faire un choix. Poser mes valises. Prendre le risque d'être quelqu'un d'autre. Et ta société? Tes actionnaires? Tes bureaux à 100 étages? » Elle sourit doucement. « Je vais tout vendre. » Il sursauta. « Sérieusement? » « Oui. Je n'ai jamais possédé cette entreprise. C'est elle qui m'a possédé. Je veux créer autre chose. Ici peut-être une petite école. Ou un centre de formation pour jeunes. Ou un lieu d'accueil pour femmes fatiguées de courir après le vide. » Thomas l'observait, stupéfait. « T'as plus d'ambition maintenant que quand t'étais PDG. » Elle lui prit la main. « C'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine. » 1 an plus tard. La brume du matin glissait sur les volets blancs de la maison de Thomas. Des rires éclataient dans la cuisine.
Léo était en train de renverser de la farine sur le sol, et Clara tentait, en vain, de l'arrêter. « Papa va râler, attention !» cria-t-elle en riant. Thomas entra, les bras croisés, mais un sourire au coin des lèvres. « Il n'y a que moi pour râler dans cette maison ou bien ? T'avais qu'à pas nous laisser seuls 5 minutes. » répondit Clara. Ils éclatèrent de rire. Dans le village, on parlait souvent d'eux. De cette femme venue de la ville qui avait abandonné tout ce qu'elle possédait pour ouvrir un centre de soutien près de l'école. Elle y accueillait des mères en difficulté, des adolescentes perdues, des femmes en reconversion. Elle écoutait, guidait, aidait. Les gens venaient la voir, étonnés de sa gentillesse, de sa force tranquille. Personne ne comprenait tout à fait ce qui l'avait poussé à rester, mais tous sentaient que sa place était là. Un matin de printemps, Thomas emmena Clara marcher sur la plage où tout avait commencé. Il s'arrêta devant les rochers, là où il l'avait sauvée de la noyade. « Tu te souviens ? Chaque jour. Moi aussi. C'est là que j'ai compris que je pouvais encore sauver quelqu'un. Que je n'étais pas juste un père usé par la vie. T'as rallumé quelque chose en moi, Clara. » Elle le regarda longuement. « Et toi, tu m'as ramené à la vie. Littéralement. » Thomas sortit une petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit sans un mot. À l'intérieur, un simple anneau en argent, gravé de 2 initiales entrelacées, T et C. « Je ne suis pas riche. Je ne suis pas parfait. Mais je t'aime. Et je veux continuer à me réveiller avec l'odeur de ton café, les rires de Léo, et ta présence dans cette maison. » Clara, les larmes aux yeux, hocha la tête sans un mot, puis l'embrassa doucement. Oui. Des années plus tard, le port de Port-la-Roche avait bien changé. La petite maison de Thomas s'était agrandie. Le centre de Clara accueillait chaque année des dizaines de femmes. Et Léo, devenu adolescent, racontait souvent à ses amis comment son père avait sauvé une femme de la noyade et trouvé l'amour là où il s'y attendait le moins. Au mur du salon, un vieux dessin d'enfant était encadré. Un bateau, 2 bonshommes et un cœur rouge entre eux. Sous le dessin, Clara avait ajouté un mot, en lettres discrètes. Le cœur ne se perd jamais en mer. Il finit toujours par revenir à la rive.